Le boycott contre l'Amérique est déjà en marche. Et voici le paradoxe. Ce n'est même plus seulement anti-Trump, ça devient anti-USA. Du Canada au Royaume-Uni, de l'Allemagne à l'Asie, jusqu'à l'Afrique et l'Amérique centrale et du Sud, le contenu affirme que l'appel au boycott augmente partout. Et si tu crois que ça ne te concerne pas, détrompe-toi. Ça touche les voyages, les produits que tu achètes et même les grands événements mondiaux que tu regardes. Le contenu dit que le Canada a mené la voie en boycottant le tourisme vers les États-Unis et des produits américains au Canada et que c'était très réussi. Mais voici le détail que personne ne dit à voix haute. Une fois qu'un boycott devient un réflexe collectif, il ne s'arrête pas avec un simple discours. Au Danemark, une appli qui scanne les produits pour vérifier leur connexion aux États-Unis serait devenue l'appli la plus populaire. Et ça, c'est un signal. Parce que le vrai basculement arrive quand ce boycott n'est plus économique, mais vital. Ce qui se passe ici n'est pas un coup de colère passager. C'est un mouvement qui se construit comme une vague. Et le contenu le décrit comme une montée en température. Le désir de boycotter l'Amérique a atteint un niveau de fièvre. Et dans cette histoire, le Canada n'est pas juste un exemple, c'est le modèle. Le contenu affirme que les Canadiens sont passés en mode « elbows up » et ont commencé à boycotter le tourisme vers les États-Unis ainsi que les produits américains au Canada. Et il insiste, c'était très réussi. Puis il ajoute que le reste du monde a observé, sans aller aussi loin, jusqu'à maintenant. Et là, la bascule, c'est le timing. Parce que selon le contenu, ce nouvel élan mondial arrive avec le comportement de Donald Trump, avec des menaces militaires et des menaces de tarifs contre d'autres pays. Ce n'est pas une dispute diplomatique normale, c'est une pression constante, quotidienne, presque mécanique. Notice ce point, on ne parle plus seulement de boycotter une marque ou une entreprise, on parle de boycotter toutes les choses USA. Et quand un pays commence à être traité comme un produit toxique, ça ne reste pas un débat, ça devient un réflexe. Maintenant, regarde comment cette histoire s'accélère en Europe. Parce qu'un seul mot a tout déclenché, Groenland. Et c'est là que le récit devient presque irréel. Le contenu dit qu'au Danemark, après des menaces récentes de Donald Trump d'envahir le Groenland, une application est devenue l'outil numéro 1 pour éviter les produits liés aux États-Unis. Une appli qui te permet de scanner un produit et de voir s'il a des connexions avec les États-Unis. Pas un débat de télé, pas un slogan, un geste. Scanner, éviter, passer au suivant. Et ce détail est crucial parce qu'il montre quelque chose de froid, de calculé. Le boycott n'est plus une émotion, c'est une habitude. Mais voici la partie la plus dangereuse. Le contenu affirme que Trump ne se contente pas de provoquer, il menace. Et il le fait comme si c'était normal. Il parle de menaces militaires et de menaces de tarifs contre le reste du monde. Et selon le contenu, c'est précisément ce qui pousse l'idée du boycott à un niveau de fièvre. Notice ce qui manque dans tout ça. Il n'y a pas de marche arrière, pas de moment où quelqu'un dit « OK, stop, on se calme ». Au contraire, ça monte. Et pendant que l'Europe scanne ses produits, Trump, lui, se réveille et vise le Canada. Le contenu rapporte qu'il appelle le premier ministre Carney « Governor Carney » et qu'il menace un tarif de 100% si le Canada fait un deal avec la Chine. Et là, tu dois te poser une question simple. Si même le Canada devient une cible, qui est le prochain? Et là, on arrive à un moment qui ressemble moins à de la diplomatie et plus à un ultimatum. Dans le contenu, Trump publie un message visant directement le Canada. Il appelle le premier ministre « Governor Carney », puis il écrit en substance que si le Canada devient un port de dépôt pour que la Chine envoie des biens vers les États-Unis, il se trompe lourdement. Ensuite, il ajoute une menace claire. Si le Canada fait un deal avec la Chine, il sera immédiatement frappé par un tarif de 100% sur tous les biens et produits canadiens entrant aux USA. Ce n'est pas juste une phrase agressive, c'est une méthode. Quand tu menaces un allié avec un tarif total, tu n'essaies pas de négocier. Tu essaies d'imposer une hiérarchie. Et le reste du monde regarde ça, se dit « si ça arrive au Canada, ça peut arriver à nous » et commence à s'organiser sans toi. Mais voici le détail que beaucoup vont rater. Le contenu dit que cette réaction était attendue parce que Carney venait de recevoir une standing ovation à Davos en parlant de multilatéralisme, de coopération et du respect de la souveraineté. Puis le contraste arrive comme une gifle.
Le contenu décrit le discours de Trump comme une scène où il rante et délire, où il confond le Groenland et l'Islande et où il parle du Groenland comme un bloc de glace mal situé. Ensuite, il s'en prend au Royaume-Uni et à d'autres pays de l'OTAN. Et là, attention, ce n'est pas juste une gaffe, c'est un signal. Parce que si tu insultes publiquement des partenaires militaires, tu ne perds pas seulement des votes, tu perds de la confiance. Et une fois que la confiance s'effondre, le boycott n'est plus une idée extrême, c'est une option logique. Et c'est ici que l'histoire se retourne. Parce que le boycott ne vient pas seulement des consommateurs. Il commence à remonter vers les institutions. Le contenu affirme que Trump a attaqué les troupes de l'OTAN en suggérant qu'elles n'étaient pas vraiment en première ligne et qu'elles n'étaient pas vraiment là pour nous. Et il insiste sur la réaction. Des gens livides et absolument pistes face à ce mépris, surtout quand on parle de soldats blessés ou tués en Afghanistan. Puis Trump fait ce que le contenu décrit comme une escalade directe. Il passe du discours à la menace économique. Il aurait évoqué des tarifs 10 puis 25 ou 30 contre des pays qui ne le laisseraient pas envahir le Groenland. Et là, ça devient presque une caricature de pouvoir brut. Obéis ou paye. Mais voici le point où la réalité se fissure. Le contenu dit que Trump prétend ensuite avoir fait un deal avec le Groenland et le Danemark, mais qu'il s'agirait d'un faux deal que personne n'a accepté et que le Groenland n'a jamais accepté. Et après ça, il publie des images de lui et de son entourage marchant avec des pingouins au Groenland. Sauf que, selon le contenu, le Groenland n'a pas de pingouins. Quand un leader mélange menaces, annonces non validées et mise en scène absurde, ça ne produit pas seulement du ridicule, ça produit de l'incertitude. Et l'incertitude, c'est exactement ce qui fait exploser un boycott. Les gens ne savent plus ce qui va arriver demain, alors ils se protègent aujourd'hui. Maintenant, regarde ce qui se passe. Le boycott commence à sortir du cadre consommation et entre dans le cadre événement mondial. Le contenu cite un dirigeant du football allemand lié à la Fédération allemande de football qui dit qu'il est temps d'envisager un boycott de la Coupe du monde 2026. Et il pose la question, le moment est-il venu concrètement? Puis il tranche, pour moi, le moment est définitivement venu. Et là, tu sens la pression. Si même la Coupe du monde devient un terrain de boycott, alors l'Amérique n'est plus seulement contestée, elle est évitée. Et le plus choquant, c'est pourquoi. Parce que dans le contenu, la peur n'est plus seulement politique, elle devient physique. Le contenu décrit une idée qui circule chez des supporters étrangers. Pourquoi on viendrait en Amérique? Vous êtes un État terroriste. On va arriver et se faire tuer par ICE et la Border Patrol. Il va même jusqu'à dire que certains craignent d'être jetés dans des camps de concentration. C'est extrême, oui, mais c'est précisément ça qui compte. Ce niveau de langage montre jusqu'où l'image des États-Unis est en train de glisser dans cette narration. Mais voici ce qui rend ça encore plus viral. Ce n'est pas juste un discours de fans en ligne. Le contenu affirme qu'un cadre du football allemand le dit à voix haute, publiquement, en mode « Quand est-ce qu'on doit envisager un boycott concrètement ?» et lui répond « Maintenant ». Ensuite, l'histoire se compresse en une séquence ultra dangereuse. Une accusation, une mort et une machine de communication qui continue comme si de rien n'était. Le contenu affirme que, hier, la Border Patrol a tué un homme innocent nommé Alex Jeffrey Pretty à Minneapolis. Il ajoute que la personne serait infirmier en soins intensifs au VA de Minneapolis. Puis il dit que Trump l'a qualifié de terroriste domestique. Et là, attention parce que le récit fait un contraste brutal. Le contenu dit qu'au même moment, Trump publie des photos de lui-même, décrites comme bizarres, avec l'expression « Donald Trump's Brave New World », pas une conférence de crise, pas un apaisement, une mise en scène. Quand un pays est perçu comme instable, menaçant et imprévisible, le boycott n'est plus une punition morale. C'est une décision de sécurité personnelle. Je n'y vais pas, je n'achète pas, je ne participe pas. Et c'est là que l'histoire franchit un cap mondial. Parce que même la Chine s'en empare.
Le contenu affirme qu'en Chine, Jinhua News publie des images et des vidéos IA avec une scène où Uncle Sam traîne un pingouin par le cou comme symbole d'une Amérique exploitante qui va détruire l'ordre mondial. Et même si cette image est évidemment propagandiste, le point n'est pas l'image elle-même. Le point, c'est qu'elle circule et qu'elle nourrit exactement le même courant. Éviter l'Amérique, s'en détacher, la présenter comme un danger. Et là, tu dois remarquer une mécanique qui fait froid dans le dos. Quand des pays qui ne sont pas alignés entre eux, Europe, Canada et même des médias chinois commencent à pousser une perception similaire. Tu n'es plus dans une crise locale. Tu es dans une bascule de réputation globale. Et une réputation, ça se casse en quelques semaines, mais ça met des années à se réparer. Mais voici la partie qui fait vraiment exploser le récit. Trump n'est même pas cohérent sur sa propre menace. Le contenu dit qu'une semaine plus tôt, Trump avait été interrogé sur le voyage de Carney à Pékin, où Carney aurait rencontré Xi Jinping et discuté d'un pacte stratégique de commerce de $1 trillion, incluant notamment des véhicules électriques, du gaz naturel liquéfié, du canola et d'autres produits. Et selon le contenu, Trump aurait répondu « Je pense que c'est une bonne idée, il devrait faire ça. Bien pour lui. » Puis, contraste total. Le contenu dit qu'ensuite Trump publie un message où il rabaisse Carney en Governor Carney et menace le Canada d'un tarif de 100% si le Canada fait un deal avec la Chine. Ce genre de contradiction fait deux choses en même temps. Ça rend les alliés nerveux et ça rend les adversaires plus confiants. Parce que si la règle change selon l'humeur du matin, tout le monde commence à chercher une sortie. Et c'est exactement ce que Carney semble faire publiquement. Diversifier, renforcer, attirer de l'investissement, protéger les intérêts stratégiques. Et là, l'histoire ne parle plus seulement de boycott. Elle parle d'un monde qui apprend à fonctionner sans les États-Unis. Le contenu montre un montage de déclarations à Davos, avec Carney d'un côté et Trump de l'autre. Et ce contraste est construit comme une fracture. Carney parle d'un monde où l'ordre fondé sur des règles s'efface, où les grandes puissances utilisent l'intégration économique comme une arme et où les puissances moyennes doivent agir ensemble, sinon elles sont au menu. Il dit aussi « Nous sommes au milieu d'une rupture, pas d'une transition ». Puis Trump, dans le même montage, lâche des phrases qui frappent comme des coups de marteau. Dans le contenu, Trump dit « Tout ce que les États-Unis demandent, c'est un endroit appelé Groenland ». Il dit aussi que le Canada reçoit beaucoup de cadeaux et devrait être reconnaissant. Et il ajoute une ligne qui sonne comme une menace. Le Canada vit grâce aux États-Unis. Souvenez-vous de ça. Et là, voici le détail qui change tout. Mais voici le détail que personne ne dit à voix haute. Quand un pays commence à parler comme un empire, les autres pays commencent à se comporter comme des survivants. Ils cherchent des alliances, ils cherchent des alternatives, ils cherchent des plans B. C'est exactement comme ça que naissent les boycotts durables. Pas par colère, par calcul, par protection. Et c'est là que toi, derrière ton écran, tu dois comprendre ce qui est en train de se jouer. Ce n'est pas seulement une dispute entre leaders. C'est un basculement qui peut toucher ton quotidien. Le prix des choses, les voyages, les emplois, les marchés, les événements mondiaux. Et si tu te demandes, OK, mais est-ce que ça va vraiment tenir? Le contenu te donne déjà un indice énorme. Il affirme que Boycott USA a été l'un des hashtags les plus viraux sur les réseaux sociaux au cours des 24 à 48 dernières heures. Et quand un hashtag devient une habitude, la prochaine étape, c'est l'action. Et justement, le contenu décrit déjà les dégâts là où ça fait le plus mal. Le contenu affirme que ce boycott au Canada a été dévastateur pour l'industrie du tourisme aux États-Unis. Et il dit aussi que ça frappe directement des secteurs très concrets, le whisky, le bourbon et d'autres industries de l'alcool touchées par le retrait canadien. Ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une opinion, c'est un impact économique ciblé. Et c'est exactement pour ça que cette histoire peut devenir énorme. Parce qu'un boycott, quand il marche une fois, devient un modèle exportable. Et là, le contenu te dit que le monde est en train de copier la méthode canadienne, pas juste en parlant, mais en agissant. Et maintenant, mets-toi à la place de quelqu'un qui vit hors des États-Unis. Tu vois Trump menacer le Canada de 100% de tarifs. Tu vois les menaces autour du Groenland. Tu vois un discours où les partenaires devraient être reconnaissants. Et tu vois, en parallèle, une Coupe du monde 2026 potentiellement ciblée.
qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, pourquoi je financerais ça? Tu te dis, pourquoi je voyagerais là-bas? Tu te dis, pourquoi je prendrais le risque? Et c'est là que le contenu fait un pivot intelligent. Il ne présente pas ça comme un débat gauche-droite. Il présente ça comme un réflexe de survie économique et culturelle. Carney publie ensuite un message sur le renforcement des intérêts stratégiques, sur la diversification du commerce, sur l'attraction d'investissements pour soutenir de bons emplois et une croissance à long terme pour les Canadiens. Et ensuite, il lâche une phrase qui résume tout le moment historique. Carney dit « Now is the time to fight for our values ». Puis, il décrit le Canada comme le meilleur pays au monde pour être une personne normale, où tu n'as pas besoin d'être né riche, ni d'être d'une certaine couleur, ni d'adorer un certain Dieu pour appartenir. Et voici la phrase qui claque comme une alarme. Nos valeurs doivent être défendues, parce qu'à partir de là, le boycott n'est plus juste une punition contre Trump, c'est un symbole de résistance collective. Et quand ça devient un symbole, ça s'étend. Et maintenant, la question n'est plus « est-ce que ça va arriver ?» La question, c'est jusqu'où ça peut aller? Et c'est ici que l'histoire devient vraiment plus grande que Trump. Parce que si tu regardes la mécanique décrite dans le contenu, tu vois une chose très claire. Ce boycott n'a pas besoin d'être coordonné pour être puissant. Il suffit qu'il soit contagieux. Le contenu dit que le Canada a montré l'exemple, que le reste du monde a pris note. Et qu'aujourd'hui, avec le comportement de Trump, les menaces militaires et les menaces de tarifs, l'envie de boycotter a atteint un niveau de fièvre. Et il ajoute des scènes concrètes, une appli au Danemark pour éviter les produits américains, un hashtag boycott USA qui devient viral et même un débat sur la Coupe du Monde 2026. Quand tu as ça en même temps, tu n'es plus dans un boycott isolé. Tu es dans un changement de comportement mondial et ça, c'est un cauchemar stratégique pour n'importe quel pays parce que tu ne peux pas tarifer une réputation. Tu ne peux pas sanctionner un réflexe. Mais voici le détail que personne ne veut regarder en face. Plus Trump menace, plus il accélère exactement ce qu'il prétend empêcher. Il veut empêcher des pays de se rapprocher de la Chine. Il menace le Canada pour un deal avec la Chine. Résultat, ça donne aux autres pays une raison supplémentaire de diversifier. Le contenu insiste sur cette contradiction. Trump aurait dit une semaine plus tôt que le deal Canada-Chine était une bonne idée, puis il menace ensuite de 100% de tarifs. Cette incohérence ne crée pas seulement de la colère, elle crée un message plus dangereux, les règles ne sont plus stables. Et dans un monde où les règles ne sont plus stables, les pays ne cherchent pas à gagner, ils cherchent à survivre. Et maintenant, tu comprends pourquoi ce boycott peut devenir massif. Il ne repose pas sur une idéologie. Il repose sur une peur froide et rationnelle, être le prochain sur la liste. Et si tu veux savoir à quoi ressemble la suite, regarde les deux chemins qui se dessinent déjà. Parce qu'à partir de là, tu as deux futurs possibles. Et les deux sont dangereux. Premier futur, le boycott devient une habitude mondiale. Pas un mouvement officiel, pas une alliance écrite, juste un réflexe. Les gens évitent les produits. Les touristes évitent les vols. Les fédérations et les organisateurs commencent à se poser la question qu'on n'osait même pas prononcer avant. Est-ce qu'on peut encore organiser un événement mondial là-bas? Le contenu cite directement l'idée d'un boycott de la Coupe du Monde 2026 et il souligne que des supporters se demandent pourquoi ils viendraient aux États-Unis avec la peur d'ICE et de la Border Patrol. Il affirme aussi que le boycott canadien a déjà été dévastateur pour le tourisme américain et pour des industries comme le whisky et le bourbon. Si cette logique se répand, ce n'est pas juste une perte d'argent, c'est une perte de centralité. L'Amérique cesse d'être le lieu naturel des grands événements. Et quand tu perds ça, tu perds quelque chose de plus précieux que des billets d'avion, tu perds le statut. Deuxième futur, Trump répond par plus de pression, plus de tarifs, plus de menaces, plus de provocations. Et ça crée un cycle où chaque réaction alimente la suivante. Le contenu insiste sur les menaces de tarifs, notamment le 100% contre le Canada et les tarifs 10% puis 25 ou 30% évoqués dans le contexte du Groenland. Et là, tu entres dans une spirale où personne ne peut reculer sans perdre la face. Et dans ce genre de spirale, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est la vitesse. Mais voici la sensation la plus inquiétante. Le prochain mouvement est déjà en train de se former.
Parce que quand un hashtag devient viral, quand une appli devient numéro 1, quand une fédération parle de boycott, tu n'es plus au début de l'histoire. Tu es au moment où la décision collective est en train de se cristalliser. Et si tu veux comprendre la phrase qui résume tout ça, elle tient en une seule idée: ce n'est pas le monde qui attaque l'Amérique, c'est le monde qui s'en détache. Et cette séparation, une fois lancée, est très difficile à arrêter. Si tu veux que je continue ce type d'analyse, dès que la prochaine étape tombe, abonne-toi et reste ici. Parce que cette histoire ne se termine pas avec un discours. Elle se termine avec un basculement.